Donc, je vais vous présenter Monsieur Banizette, qui est magistrat au tribunal pour enfants de Gap. À ma gauche, Monsieur Humbert est référent enfance et famille au département des Hautes-Alpes. Toujours à ma gauche, Sandra Bovgrin, qui est déléguée aux prestations familiales de l'IDAF des Hautes-Alpes depuis 2016. Et à ma droite, Laurence Leveste, qui est chef de service enfance-famille, soutien à la parentalité pour l'UDAF des Alpes-Maritimes depuis janvier 2019. Et ce service comprend un service AGBF. Alors pour préparer notre table ronde, en tout cas le premier constat qu'on s'est fait, c'est la difficulté de parler d'argent, mais parler d'argent de façon, j'allais dire générale, même avec nos proches. C'est rare de parler, de se dire alors combien tu gagnes, ton dernier loisir, t'as payé combien, ta dernière voiture, bon voilà. Et on nous demande, dans des mesures, d'aller voir des gens qu'on connaît très peu, qui ont plein de problématiques, et on doit parler avec eux d'argent, donc on rentre vraiment dans leur intimité. Au niveau des professionnels, ce qu'on peut aussi se rendre compte, c'est le peu, en tout cas, de formation au niveau du budget familial. En tout cas, je vais parler de ma formation d'éduc-spé. Je ne sais pas s'il y a des élèves qui sont en formation là, dans la salle, mais c'est quelque chose qui est peu présent. Il y en a, d'accord. Ben, elle répondra alors, toute seule. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on évoque peu, le budget familial. On va parler de parentalité, de développement de l'enfant, d'attachement. Mais c'est vrai que le budget familial est très peu abordé. Et dans l'échange avec M. Banizette, on se rend compte que dans nos écrits, dans nos rapports, dans nos notes, c'est quelque chose qui est très peu présent. Et du coup, pour prendre des décisions de mesures dans la MJAGBF, c'est compliqué. Parce que nous, on apporte très peu d'éléments, en tout cas dans nos rapports. Dans nos échanges, on se dit qu'il faut peut-être qu'on rencontre, en tout cas nos collègues, pour pouvoir en discuter et voir comment ça peut évoluer. Donc l'AGBF est longtemps restée méconnue. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de méconnaissance, mais en tout cas en voie d'être plus connue que ça ne l'a été. Et c'est ce qu'on va aborder au travers d'un cas pratique sur les Hautes-Alpes, tout en sachant que les pratiques sont sur tout le territoire, j'espère, de France, un peu identiques, en tout cas sur le fond. Alors du coup, les Hautes-Alpes n'échappent pas à cette réalité-là, et donc nous avons mené sur le service AGBF de l'UDAF 05 un travail de communication auprès des travailleurs sociaux pour faire connaître la mesure, et souvent le meilleur moyen c'est lors de l'exercice même des mesures. Et aujourd'hui, par sa spécificité dans l'accompagnement qu'on mène auprès des parents en termes de responsabilité parentale, la mesure s'inscrit de mieux en mieux dans la chaîne de la protection de l'enfance. Du coup, lorsqu'on a une ordonnance du juge des enfants, une mesure d'assistance éducative, le besoin de l'enfant est bien sûr principal et central dans nos réflexions, et le budget familial il vient alors être questionné. Avant de demander une mesure au budget MJAGBF, on le travaille sur le secteur avec mes collègues assistantes sociales ou les conseillères en économie sociale et familiale, mais on peut être confronté du coup à des limites, à des résistances, alors de différents niveaux. Les parents peuvent avoir des résistances parce que ils peuvent pas avouer certaines dépenses, quand on est sur des problèmes d'addiction, ou tout simplement parce que c'est des personnes qui savent pas gérer un budget. Je sais pas moi qui vais leur apprendre, mais il y a plein de gens qui arrivent pas. Et donc du coup, on fait une demande auprès du juge, on fait une note pour que cette mesure elle devienne une injonction, parce que dans l'intérêt de l'enfant, alors même si on disait tout à l'heure avec M. Rosenvelt que l'intérêt de l'enfant, on peut mettre plein de choses derrière, dans l'intérêt de l'enfant, on a besoin en tout cas de travailler cet aspect-là financier. Alors pourquoi le juge des enfants il va ordonner une MJAGBF? Comme tout bon juge qui se respecte, je vais d'abord vous rappeler le cadre légal, puisque je ne peux pas ordonner une MJAGBF à tout bout de champ. Il y a des critères relativement précis. Le texte de l'article 375-9-1 du Code civil, il pose clairement que déjà la mesure elle doit concerner uniquement les prestations familiales
et éventuellement, parce que c'est un cas plus rare, même s'il existe, le revenu de solidarité active lorsqu'on a un parent isolé. On porte précisément, normalement, sur ces spécificités-là, et il faut en plus, et peut-être même surtout, que l'argent de ces prestations, il ne soit pas employé pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé ou à l'éducation de ses enfants. Donc en théorie, si on n'a pas ces préoccupations-là, point de mesure. Petite incise, le paragraphe suivant indique que le délégué, le DPF, il prend toute décision une fois qu'il est nommé. Donc en termes de largesse et de possibilité d'intervention, vous voyez que vous pouvez faire à peu près, en théorie, ce que vous voulez. Toute décision, on ne peut pas faire beaucoup plus large, en s'efforçant de recueillir l'intérêt et plutôt l'adhésion des familles. Ça, c'est le cadre légal. Une fois qu'on a dit ça, on n'a aussi pas dit grand-chose, parce que c'est ce que disait M. Imbert, quand j'ai les rapports, notamment quand il s'agit de rapports d'évaluation, j'ai extrêmement peu d'éléments d'information sur les éléments que je viens de vous mentionner. Et quand je dis extrêmement peu, j'ai jamais le budget d'une famille dans mes évaluations. Donc on est vraiment sur du théorique quand je vous dis ce texte de loi, et moi je vais me baser sur des indices que je recueille dans le rapport d'évaluation ou à l'audience, et qui vont me pousser, qui vont me conduire à penser qu'une AGBF pourrait être intéressante. Alors ces indices, et je vous invite à les développer en audience si vous y participez, sont les suivants. On en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a une procédure d'expulsion en cours, expulsion du logement? Est-ce qu'on a des dettes importantes qui sont évoquées? Est-ce qu'on est en procédure de surendettement ou pas déjà? Est-ce que les parents ne répondent ou ne répondent pas aux diverses demandes et démarches administratives qui leur sont demandées? Est-ce que les parents comprennent le sens des démarches qui leur sont demandées? Ce n'est pas toujours le cas. Et est-ce que les enfants pourraient bénéficier de mesures d'aide dont ils ne bénéficient pas en l'état? Des aides pour la cantine, les bourses scolaires, des choses comme ça. Et si j'ai des réponses positives à une de ces questionnements, là, je vais me dire, oui, une AGBF, ça peut être intéressant. Alors, avec les familles, nous construisons un accompagnement par étapes. Dans un premier temps, on est dans le cadre d'une mesure contrainte, mais on va aller chercher un petit peu quels sont les dysfonctionnements. Dysfonctionnements au niveau de la gestion courante, est-ce qu'il y a de l'endettement, quelle est la situation locative et quelle est la situation des enfants. Dans un deuxième temps, on va forcément chercher à tisser un lien avec les parents qui sera propice à les mobiliser. Ensuite, on va rechercher avec eux la stabilité budgétaire et administrative. Enfin, on va ensuite soutenir les choix de gestion appropriés aux besoins des enfants, à 4 niveaux, monsieur le juge l'a dit, le logement, la santé, l'éducation et l'entretien. Et enfin, quand on a posé un peu les bases, que la disponibilité d'esprit revient, parce qu'on s'en rend compte, je l'ai entendu tout à l'heure, on va préparer le retour à l'autonomie dès que possible. Donc pour expliciter un peu notre travail, on a choisi une famille. Alors pourquoi cette famille? Parce que pour nous c'était une famille emblématique qui connaît l'assistance éducative et la contrainte judiciaire depuis la naissance de leur premier enfant, donc il y a plus de 15 ans. Parce qu'il y a eu une forte opposition en fait de cette famille à tous les accompagnements. Alors ils venaient de notre département et puis sont arrivés avec ces fortes oppositions. Et en même temps, c'était une famille chez qui on observait de réelles compétences, tant sur le plan éducatif qu'économique. Et puis, en fait, c'est une famille qui nous a beaucoup mobilisés depuis de nombreuses années et puis qui a fait évoluer notre pratique. C'est assez important de le dire parce que, voilà, eux, ils ont évolué, mais nous aussi, ça nous a permis de réfléchir à notre pratique. Alors, ce qui a été nouveau autour de cette situation familiale, c'est que nos pratiques ont évolué par la mise en place autour des parents d'une coopération pluridisciplinaire. On en a parlé tout à l'heure du lien entre l'assistance éducative et les services DPF. Et elle se mesure dans cette situation. Donc, depuis quand même quelques temps, dans les Hautes-Alpes, on participe aux réunions d'élaboration du projet pour l'enfant. Et ça, c'est une bonne chose. On l'avait demandé. Mais sur cette situation particulière, Yvan, qui était référent enfance-famille de la situation, nous a demandé de participer à des réunions régulières, parents professionnels. On vous dira tout à l'heure que c'était le père qui en était à la demande. Et elles nous ont fait avancer dans le concret de la parentalité, chacun dans notre domaine de compétences, avec au centre les parents, leurs forces, leurs fragilités et leurs objectifs.
Je vais faire une présentation brève de cette famille. Donc c'est une famille, c'est un couple parental avec 4 enfants qui sont âgés de 10 à 15 ans donc en 2021. Il faut prendre en compte, alors je pense qu'on le voit sur le slide, qu'il y a 5 chats. Alors c'est important pour nous de le préciser parce qu'il y a une problématique d'hygiène très très importante par rapport à ces 5 chats qu'on a du mal à travailler, qu'on a toujours du mal à travailler. Donc ils habitent dans un logement de type 5 et cette famille elle est concernée par une mesure d'assistance éducative depuis 2007. Donc voilà, ça dure. Donc du coup, l'accompagnement qu'on va vous expliquer, et on va le tracer forcément de manière synthétique, c'est l'évolution du placement de tous les enfants, donc depuis 2006 jusqu'à la préparation et le retour effectif des enfants au domicile avec l'étayage d'un accueil modulable. Alors juste, je vais vous parler d'un accueil modulable parce que je ne sais pas si dans chaque département ça existe. Alors dans les Hautes-Alpes, donc c'est une mesure de placement. Alors c'est un placement familial au sein du foyer familial et il y a une intervention d'une équipe éducative 3 fois par semaine. Donc c'est assez conséquent. Et en cas de crise, les enfants peuvent être accueillis alors ou en maison d'enfants ou dans une famille d'accueil selon leur âge. Je voudrais juste faire une aparté, remercier mes collègues de l'accueil modulable des Hautes-Alpes qui sont descendus, qui sont levés depuis 5h30 du matin, voilà, qui sont les seuls à être descendus des Hautes-Alpes. Alors notre intervention en MJA-GBF, elle commence en 2016 quand la famille arrive dans les Hautes-Alpes avec la transmission du dossier par le précédent service DPF en charge de la mesure dans un autre département. Les enfants sont en situation de placement dans les Hautes-Alpes. La situation, elle est critique. Le logement restitué au moment du déménagement, il est très dégradé. Ça traduit des problèmes d'hygiène et d'entretien sérieux et liés à la présence de ces chats au domicile, des chats qui ne sont pas propres. Voilà. La situation économique est très précaire, en lien à des revenus faibles et à un endettement conséquent. Les parents n'ont pas adhéré à la mesure instaurée dans le précédent département. Il faut agir pour nous comme s'il s'agissait d'une nouvelle mesure. À notre arrivée, les parents sont, comme dans l'autre département, dans l'opposition. La coopération avec le service enfance-famille et la ponctuation qu'on a pu poser par le juge des enfants au tribunal va permettre d'évoluer vers une certaine adhésion des parents. Alors simplement, on ne va pas vous raconter toute l'histoire de cette famille, mais on a déterminé les 5 étapes que vous voyez affichées au tableau. On a d'abord une première phase qui est celle des résistances. On va passer progressivement à l'amorce d'une coopération avec la famille. Une fois que cette coopération a été installée, on a pu préparer un retour au domicile. Et lorsque ce retour au domicile a été effectif, on est, reparti sur un cycle quelque part, puisque ce retour à domicile, il se décompose en 2 phases. Une nouvelle phase de résistance et puis une réelle phase de vie de famille qui va se mettre en place progressivement. Et pour parler des chats et la problématique d'hygiène, moi je peux vous dire que l'existence des 5 chats à domicile, je les ai bien sentis à l'audience à plusieurs reprises. Alors plus précisément maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le regard croisé entre l'assistance éducative et la GBF plus concrètement? Donc dans un premier temps, des parents qui étaient en résistance en début de mesure. Donc ça se traduit par des mécanismes d'évitement. Les parents ne viennent pas au rendez-vous convoqué. L'accès au domicile, il est impossible. Monsieur, il est complètement absent. Madame, elle est dans la maîtrise. Donc elle répond au téléphone. Elle est en lien avec nous. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Mais elle est dans la maîtrise. Elle demande des déblocages d'argent, mais sans qu'on puisse élaborer avec eux un budget familial. La situation économique, elle est pourtant très précaire, avec des interrogations assez fortes sur leur capacité à accueillir les enfants lors des droits de visite et d'hébergement qui sont posés pour eux. Donc le lien à ce moment-là entre le référent enfance-famille et le délégué aux prestations familiales, il est nécessaire pour déterminer les besoins des enfants. Donc on va le mettre en place par exemple par la transmission des calendriers d'accueil. Monsieur le juge a dit tout à l'heure que l'article de loi prévoit que le délégué prend toute décision. C'est une phase où effectivement on est amené à prendre des décisions et notamment à intervenir, capter les prestations familiales pour délivrer l'alimentation du week-end, ce qui nous garantit que les enfants auront mangé. Je suis un petit peu embêtée. Donc voilà, donc pour couvrir les besoins des enfants, donc y compris l'alimentation des week-ends.
Les convocations qu'on fait à ce moment-là, parce qu'on tente forcément de poser le cadre, ça ne marche pas. Le travail avec les parents ne s'amorce pas, donc forcément, nous signalons notre difficulté à exercer cette mesure par une note au juge des enfants. Du coup, à ce moment-là, l'UDAF, c'est le mauvais objet. Et pour ma part, en fait, les parents, ils viennent à la Maison des Solidarités et, pour être écoutés, pour déposer leur plainte. Et on se rend compte que dans le lien avec la déléguée aux prestations familiales, alors à l'époque, c'était pas Sandra, mais les DPF de l'époque, qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux, entre l'assistance éducative et la MJAGBF. Ça engage une demande d'audience avant échéance de la mesure, parce qu'il faut qu'on remette les choses au point, et ça fait bouger les lignes en fait d'un peu de partout, et on repère en fait un besoin de cohérence en nos pratiques. Voilà, on ne peut pas être que à regarder chacun ce qu'il fait l'autre, et nous repérons également que nous pouvons travailler ensemble malgré nos désaccords. Alors ça fait partie de notre travail, moi je dis toujours que si on n'est pas en désaccord on n'avance pas. Mais bon voilà, il faut aussi se le dire et le faire. Et que la famille, elle peut nous utiliser en tant que bon et mauvais objet. Ça, il faut aussi en avoir conscience et dépasser ça. Donc il y a une audience de recadrage qui redéfinit des objectifs concrets. Donc traiter le surendettement pour stabiliser la situation budgétaire et étendre les droits de visite et d'hébergement pour mettre les parents en situation. Alors à la suite de cette audience, on se rend compte, et on se rendra compte dans le temps, quand cette famille et ses parents sont confrontés aux injonctions, eh ben, ça réagit. Et effectivement, derrière cette audience, on a une mobilisation et les parents se saisissent. Madame Manga, elle est présente à ce moment-là à l'UDAF, puisque c'est plutôt elle qui tient les cordons de la bourse, comme on dit. Donc elle prend cette place-là et elle se mobilise pour constituer et déposer le dossier de surendettement à la Banque de France. On est très très présent pour l'accompagner à récupérer toutes les pièces, et c'était pas une mince affaire. On peut, avec les parents, constituer un budget familial avec des réserves dédiées aux besoins des enfants et sécuriser le toit par le règlement du loyer résiduel. L'effacement des dettes quelques mois après crée un vrai soulagement au sein de cette famille, et du coup cet appel d'air là pour eux va nous montrer qu'il y a un fonctionnement qui est différencié au sein du couple. On repère que le père à ce moment-là il est très très centré sur la famille et sur un désir que la situation progresse pour ses enfants. La maman, cet appel d'air, ça lui donne envie de se préoccuper d'elle. Alors on peut pas dire pas dans l'intérêt de la famille, ce serait pas juste de le dire comme ça. Mais elle veut développer un projet professionnel personnel, des choses qui lui avaient été retirées, ouvrir un bar manga pour être clair, ce qui a fait qu'on les appelait comme ça, et ça a pris beaucoup de place, beaucoup plus que celle de se centrer sur les besoins des enfants. Donc voilà, un couple qui a fonctionné aussi différemment. Du coup, à la sortie de l'audience, monsieur, il demande des rencontres plus régulières avec les professionnels. Moi, mon rôle de coordinateur, il est de réunir les professionnels, donc la DPF, les lieux d'accueil. Les enfants sont placés, alors, il y en a 2 en famille d'accueil et 2 en maison d'enfants, et les parents. Alors, c'est pas une pratique qui est régulière pour nous, les travailleurs sociaux, de faire des réunions régulières avec les parents. Souvent, on le fait entre professionnels, on dit des choses, mais là, tous les 15 jours, on se voit tous les 15 jours avec les parents, les professionnels, et on fixe des objectifs. Et au bout de 15 jours, on revoit les objectifs et on avance comme ça. Et c'est très important ce rythme par rapport à cette famille. Alors les parents ont le sentiment de reprendre leur place, ils l'expriment, et à l'UDAF, nous les soutenons dans cette place. Et au cours de ces réunions, il apparaît rapidement une alliance. On a parlé tout début de mesure, lorsqu'on était en opposition, d'une alliance entre les parents et le référent enfance-famille dans la plainte contre l'UDAF, qui venait capter les prestations familiales et empêcher une gestion budgétaire autonome. Et dans ces réunions très concrètes, parce qu'on a les justificatifs d'achat des vêtements, parce qu'on a des remises de tickets alimentaires, les parents peuvent être soutenus par le délégué aux prestations familiales, qui vient confirmer qu'il y a bien eu des achats, puisque à ce moment-là, dans les réunions, il y a une confrontation entre les lieux d'accueil et les parents sur les pertes de vêtements des enfants entre les week-ends et le temps en maison d'enfants. Donc au vu de l'évolution, le juge des enfants, lors de l'audience d'échéance, fixe un délai d'1 année pour préparer le retour à domicile. Donc c'est très important cette échéance, parce que pour les parents et professionnels, on part sur un objectif commun.
s'engage une coopération entre les parents partenaires avec forcément le maintien des réunions, donc toujours à la quinzaine à ce moment-là, qui éclaire la confrontation entre le désir des parents de voir les enfants revenir à la maison et la réalité auquel ils vont se confronter. Et dans un premier temps, il faut quand même qu'ils aillent dans leurs difficultés, qu'ils les traitent, donc parmi lesquelles aller au bout des démarches administratives, faute sinon de voir des droits suspendus, ce qui leur arrive régulièrement, assurer déjà par l'augmentation de droits de visite et d'hébergement, la formule séquentielle, peut-être elle vous parle, d'assurer le suivi scolaire, d'assurer le temps des devoirs, de prendre en charge la santé et forcément les questions de l'hygiène. Du coup, il s'agit de la meilleure période de l'accompagnement. Il y a une adhésion des parents au projet de retour, les enfants sont demandeurs, il y a un rythme, il y a des repères, il y a des négociations, beaucoup d'échanges. Les parents, ils sont au cœur du projet, il y a vraiment une relation de confiance. Et puis, du coup, l'objectif est atteint, puisqu'il y a un retour des enfants au domicile à échéance, avec renouvellement de la MJA-GBF et la mise en place de l'accueil modulable, la mesure que je vous ai expliquée tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant à ce moment-là de l'audience, c'est que toutes les parties sont d'accord pour le renouvellement de la MJA-GBF, y compris les parents qui en sont demandeurs. Donc, quand on a l'opposition de départ et ce moment-là, bon, on a déjà bien avancé avec les parents. Seulement, juste avant le retour des enfants au domicile, on constate un retour en arrière de manière concrète avec la réapparition des mécanismes d'évitement qu'on avait déjà repérés en début de mesure, donc de nouvelles absences au rendez-vous, une difficulté à établir le budget, du tri dans les factures, des démarches administratives à l'arrêt, dont les demandes de bourses scolaires. Donc il faut pour nous revenir à l'interventionnisme, donc on contrôle tout à ce moment-là. Madame dit, on n'est pas prêt, il faudrait qu'on reporte. Et là, on fait le choix d'une réponse collégiale qui est non, on ne reporte pas, on y va. Donc là, effectivement, il y a une prise de risque de notre part. Donc du coup, il y a une nouvelle mesure qui arrive avec l'accueil modulable. Et là, voilà, il y a de nouveau une perte de confiance, de nouvelles résistances. Alors les parents, ils peuvent le dire, pour eux, c'est une rupture. Et madame, elle dit même c'est un abandon. Donc c'est compliqué, une résistance pour l'intervention à domicile. Il y a une difficulté de poser les besoins, de parler des carences. La parole des enfants est verrouillée, clairement. De plus, on arrive sur la période de la crise sanitaire, et là c'est très compliqué parce qu'on avait donné un rythme, nos réunions, et puis là, avec la crise sanitaire, on ne peut plus, tout simplement, et donc il n'y a plus de réunions parents partenaires comme j'ai expliqué tout à l'heure. Les professionnels dans l'ensemble sont inquiets, ils posent des inquiétudes sur les conditions de vie des enfants qui ne peuvent plus être évaluées, alors à la fois par rapport à la crise sanitaire, mais par rapport à la résistance des parents. Et cela conduit à une nouvelle audience de recadrage en juin 2020. Lors de l'audience de recadrage, au vu des notes transmises, le juge pose des injonctions à nouveau. Le lien, il est non négociable avec les éducateurs. On demande aux parents la reprise du travail budgétaire. Et si ça n'est pas fait, là, pour le coup, on retourne au placement. Les parents, ils ont toujours eu besoin d'injonctions pour avancer. Donc celle-ci, elle porte à nouveau fruit avec une remobilisation des parents. Ils n'ont pas bien vécu le repli les enfants non plus, qui ont été repliés, n'ont pas bien vécu ce repli. Donc on sent quand même qu'il faut continuer autour du maintien à domicile. Le père, il est réellement moteur d'amélioration dans le lien avec les éducateurs. Et la mère, à ce moment-là, elle revient vers l'UDAF. À ce jour, la coopération, elle s'est réinstaurée, ce qui aide les parents à retrouver un rythme et des repères. On a pu reprendre les réunions parents-partenaires, même si ce sera plus tous les 15 jours. On peut étendre le temps de ces rencontres. L'emploi des 2 parents se profile. Ils ont entendu à échéance que si effectivement il y avait un emploi stable, il y a des chances quand même qu'on puisse sortir à un moment de la mesure AGBF parce qu'il y a des compétences sur le plan de la gestion.
Le fils aîné, lui, il est entré en apprentissage. Ses 3 sœurs sont au collège. Le père est venu me demander conseil sur comment aider son fils à gérer son budget puisqu'il va y avoir un salaire. Donc c'était là, on se dit top quoi quand même. Et un déménagement est engagé pour la fin septembre avec un extérieur pour les chats, bonne nouvelle pour nous tous, et des espaces plus adaptés pour la famille. Donc ici, nous présentons un accompagnement qui dure quand même depuis 5 ans. Voilà. Les phases qu'on vous décrit d'opposition, de résistance, de coopération, d'adhésion, elles ne se sont pas succédées les unes aux autres, elles se sont alternées, vous l'avez bien compris. C'est aussi pour les parents une manière d'exister en tant que parents. Et on se rend compte, et c'est là où ça nous fait bouger, que notre temporalité à nous de professionnels, on voudrait que ça aille vite, c'est pas la même que celle des parents. Et on veut que ça bouge, et parfois pour que ça bouge, il faut des déclics, et ces déclics, dans ce cas-là, ils ont été permis par les injonctions et par cette coopération, ces alliances qui ont pu se mettre en place. Voilà. Alors à quoi je sers dans tout ça? À quoi sert un juge des enfants au milieu de ce déroulement? D'abord, un juge, ça sert à rappeler le cadre légal et le côté impératif d'une mesure. Et ça, c'est extrêmement important que je le pose dès l'audience en disant « vous n'avez pas le choix, je le décide, et même si vous n'êtes pas content, ce sera comme ça ». Pourquoi c'est important? Pas tellement pour moi, c'est surtout pour les gens qui vont passer derrière. C'est important pour vous, parce que vous aurez toute liberté de dire « mais moi, j'y suis pour rien, madame, monsieur, c'est la faute du juge, c'est lui qui l'a ordonné ». Maintenant, c'est comme ça, et on va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Ça, c'est un travail important de préparation pour vous. Deuxièmement, le juge, il sert à accompagner la mesure et à faciliter le travail des services. Alors derrière cette formule un peu creuse, il y a 2 points que moi je vais aborder. Premièrement, poser les questions qui fâchent. Quand les services un peu gênés à l'audience me disent « on sait pas trop où passe l'argent, monsieur joue beaucoup aux jeux vidéo, voilà. » Ou alors il y a des addictions, moi, je vais dire « bon alors concrètement, monsieur, vous passez combien d'euros dans le cannabis par semaine? Vous passez combien de temps? Vous jouez combien en ligne par jour ?» Voilà. Ça, c'est des questions qui fâchent et qui ne sont pas forcément faciles à poser quand on est éducateur face à la famille. Deuxièmement, le juge, il doit vraiment jouer un rôle de facilitateur. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire toute la matinée, on manque de coopération, il faut protocoliser, etc., etc. Oui, c'est vrai. Sauf que le rôle du juge, c'est quand même d'essayer de catalyser un petit peu tout ça. Et mes collègues et moi, on ne vous facilite pas toujours la tâche à ce niveau-là. La moindre des choses, me semble-t-il, quand on a une mesure en assistance éducative et une mesure AGBF, c'est de programmer des audiences où vous êtes tous ensemble. C'est pas toujours le cas, vous le savez. Mais voilà, moi j'attache un point d'honneur à ce que les audiences soient convoquées, que l'AGBF, on parle en même temps de l'AGBF et de l'AE, et que chacun puisse se répondre et échanger. Voilà, et c'est là que ça commence. C'est là qu'on commence à montrer aux parents qu'on est tous sur la même longueur d'onde, et que face à eux, pardonnez-moi l'expression, il y a un bloc cohérent, où les gens ne sont pas toujours d'accord à l'intérieur, mais au moins ils savent qu'on en discute et qu'on partage des informations. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi le fait que l'AGBF, c'est une mesure inconnue, et il me semble que c'est le rôle du juge d'aller en parler au service, d'aller en parler au département, en disant « moi, c'est une mesure à laquelle j'attache beaucoup d'importance, et il faut que vous la promouviez ». Ou aller dans les réunions territoriales et expliquer que moi, j'attache beaucoup d'importance, leur expliquer les éléments que je veux aux évaluateurs dans les évaluations pour pouvoir donner cette mesure. Le rôle du juge, c'est entendre les points de vue de chacun. Si les parents ont pu s'exprimer comme il faut, ils auront beaucoup moins de rancœur, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec les mesures. Et s'ils ont eu l'impression que je les ai écoutés, même si à la fin, j'exprime un point de vue différent de ce qu'ils veulent, ça sera d'autant plus facile pour vous au moment de se rencontrer. Légitimer la mesure, c'est extrêmement important. Rechercher l'adhésion, on l'a dit tout à l'heure. Souvent, on me dit « ah ouais, vous me mettez sous tutelle » la première fois que j'ordonne la mesure. On retrouve le mot encore une fois. Et je rejoins mon collègue M. Pidou qui disait tout à l'heure dans la petite vidéo, des fois j'ai l'impression que c'est plus compliqué d'ordonner une AGBF pour la première fois que d'ordonner un placement. Et moi je me souviens bien de cette jeune maman qui avait 18 ans, j'ordonne le placement de son gamin qui a 15 jours sur OPP, 0 réaction. Et je dis, par contre, j'ordonne aussi une mesure d'AGBF, et là, quoi, vous me mettez sous tutelle? Et elle est partie en claquant la porte. Alors que le placement de son gamin lui avait fait, je pense pas à ni chaud ni froid, mais en tout cas elle m'avait rien montré. Dernier point qui est extrêmement important, il faut poser des orientations claires quand on est juge. Il faut dire j'attends ceci, ceci, cela. Parce que ça donne toute légitimité derrière pour vous pour travailler, poser des objectifs à court terme. Quand je dis
L'objectif, c'est que dans un an, je lève le placement. L'objectif, c'est que dans un an, les enfants ils retournent à la maison et tout le monde va travailler à ça. Et c'est extrêmement important. La spécificité de l'audience de recadrage, il y en a eu 2 dans la situation de la famille Manga. Là, c'est confronter les parents à leurs manquements. Donc on est en frontal. C'est confronter les parents à leurs manquements sur le non-respect des objectifs qui sont fixés. Et de poser des objectifs, de les rappeler, de les reposer très clairement. Moi, par exemple, j'ai dit, si vous rencontrez plus les éducateurs, les enfants, ils retournent placer. Ils retournent dans le lieu de placement. Point. Et à partir de ce moment-là, les rencontres ont reprise. On va dire ça comme ça. Alors, pourquoi on a pris l'exemple de la famille Manga? C'est pour souligner des exemples et l'apport concret de la mesure à la parentalité. Je vais reprendre rapidement les mots de la mesure. Ça me semble extrêmement important. Aide. Bon, il y a tout le paradoxe de l'aide imposée qui a déjà été un peu développé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'important, c'est la recherche de l'adhésion. Ensuite, il y a le mot gestion. Pour moi, le mot gestion, c'est une lecture personnelle, mais il implique le temps long et la recherche de stabilité. On sait, quand on ordonne une AGBF, on part au minimum pour 1 an, et dans notre département, en tout cas, c'est souvent beaucoup plus. On a des mesures qui durent depuis... celle-là, elle dure depuis extrêmement longtemps, ouais, depuis 15 ans. C'est pas choquant, c'est pas choquant. Et puis, il y a la notion de budget familial, et là, il y a une vraie contradiction. La mesure, elle concerne à l'origine... elle ne concerne à l'origine normalement que les prestations familiales et éventuellement le RSA parents isolés. Or, on nous demande de travailler à la gestion du budget en entier de la famille. C'est-à-dire qu'en fait, les prestations familiales, c'est une porte d'entrée dans la famille et pour travailler la parentalité. Et c'est pour ça que le texte de loi est dit que vous pouvez prendre toute mesure derrière, parce qu'on travaille sur quelque chose de global. Je reviens rapidement sur les propos de M. Blanquer qui ont été déjà évoqués ce matin par Mme Tailleux. Je ne vous les rappelle pas, ils ont été évoqués. Moi, ce qui me marque dans ces propos-là, c'est que derrière l'implicite d'une telle formule qu'on entend de manière récurrente, c'est que les gens ont la volonté de détourner ou de mal utiliser l'argent des prestations familiales. Ce qu'on constate au quotidien, c'est pas du tout ça. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une méconnaissance parfois totale de la manière appropriée, de la manière dont on gère un budget de façon pérenne et sereine. Ça, les gens ne savent pas faire. Et c'est tout l'intérêt de la mesure d'AGBF, de leur apprendre ça. C'est ce qu'on a souhaité démontrer à travers l'exemple de la famille Manga. Il a fallu faire prendre conscience aux parents de leurs difficultés. Au départ, ils ne l'avaient pas. Il a fallu les ramener vers une gestion réaliste, stable et sereine. En gros, le jour où madame elle a dit qu'elle voulait passer tout l'argent qu'on avait mis de côté, qu'ils avaient mis de côté pour ouvrir un bar Manga à Gap, on leur a rappelé que c'était peut-être pas la meilleure des idées pour les enfants. Être un soutien à la mesure d'AE, pour être clair, moi et présenter une alternative au placement. S'il n'y avait pas eu la GBF, mon point de vue, c'est qu'il n'y aurait pas eu de retour des enfants au domicile. Et inversement, la GBF n'aurait pas fonctionné sans l'AE. C'est vraiment un jeu de ping-pong entre les deux qui a fait que la synergie des mesures s'est renforcée et qu'on a permis de se sortir d'une solution quasi inextricable. Quand un enfant est placé 15 ans, en général, c'est la majorité du gamin qui signe la fin du passage devant le juge des enfants. Donc l'AGBF, c'est l'intervention d'une famille dans le temps long et de façon un peu provocatrice. Moi, je dirais que dans le cas de cette famille, mais c'est vrai assez globalement, on passe d'une mesure qui est ordonnée en auxiliaire à l'assistance éducative dans un premier temps et qui va devenir un moteur de l'AE et qui va même parfois devancer l'AE sur l'ambition et la définition des projets. Dans le cas de la famille Manga, l'AGBF, elle a permis d'abord de s'assurer de l'utilisation des prestations familiales, c'est quand même ce qui est mentionné par la loi, donc c'est l'objectif premier, et de s'assurer de l'utilisation de ces prestations familiales pour répondre aux besoins des enfants. Elle a permis d'apporter un regard extérieur et différent. Ils vous ont dit tout à l'heure, M. Imbert, Mme Beuvrac, qu'ils n'ont pas forcément toujours partagé les mêmes points de vue. Il a permis d'amener des améliorations concrètes pour la famille. Il y a eu des échanges avec le bailleur, alors c'est un bailleur privé. Il y a eu l'ouverture de droits, la réduction de dettes locatives, la cantine des enfants. Alors moi, je peux vous dire que je l'ai vu, le changement de positionnement, notamment le jour où le dossier de surendettement il a été validé et qu'il y avait 0 dette. Moi, je peux vous dire que l'adhésion de la famille elle était maximale à la mesure. Il n'y avait plus aucun problème. Il acceptait bien volontiers l'intervention de Mme Beuvrac. Il y a le lien de confiance avec la famille et qui permet un phénomène de triangulation. C'est-à-dire que c'est plus tout le temps l'assistance éducative qui est le mauvais objet qui a récupéré les enfants. À un moment, les parents ils vont être en colère contre la GBF et du coup, l'assistance éducative, M. Imbert, va pouvoir bosser sereinement en alternant les projets. Et je pense que c'est important pour les professionnels de se dire, voilà, là, je peux souffler, je suis plus en opposition avec la famille, c'est un peu le tour des copains, ça fait plaisir. Et en même temps, ça permet de toujours avancer. On n'a pas de phénomène de blocage ou très peu.
Bon, la GBF est partie prenante de la réflexion, il y a une stabilisation financière de la famille, je vous l'ai dit, ça a permis le retour des enfants, plus de placement, et la responsabilisation des parents. Ça, c'est hyper important aussi, parce qu'on sait tous que quand il y a un placement, on va avoir plein de vêtements qui vont disparaître comme par magie, le frigo, au retour, il n'est pas toujours bien rempli comme il faut, et là, on a toujours eu la GBF qui a dit, au fait, je vous libère l'argent, il va falloir aller faire les courses, parce que il y a Kevin, Tatiana et ses 2 frères et sœurs, c'est pas les vrais prénoms, qui arrivent vendredi soir, et il va falloir les nourrir quand même. Donc ce travail, il est possible parce qu'on a une conception large de la mesure. Et ça, c'est extrêmement important. On n'est pas uniquement focalisé sur comment on dépense l'argent qu'on a sur le compte. Il y a la question de comment on apprend, comment on gère son budget, comment on accède aux droits. Il y a eu un accompagnement dans l'accès aux droits des familles mené par l'UDAF qui est extrêmement important. Idem en ce qui concerne la question du logement, qui à un moment était limite insalubre, et il y a des améliorations concrètes qui ont été permises parce qu'il y a eu des interventions de sociétés tierces grâce à la GBF. Et puis il y a les liens forts entre AE et AGBF. Le dernier point que je souhaite vous mentionner, c'est le suivant. Yvan l'a dit, mais mentionnez dans vos rapports des éléments qui permettent au juge de prononcer la mesure. On ne les a pas. Pourquoi la mesure elle n'est pas prononcée? Parce qu'elle est inconnue, parce que j'ai des collègues qui n'y croient pas, parce qu'on n'ose pas parler des questions d'argent, mais aussi parce qu'on n'a pas les éléments pour le faire à l'audience. Si vous ne me dites pas que la famille est en difficulté financière, je ne vais même pas pouvoir creuser le sujet. Il devrait y avoir dans toutes les évaluations et dans tous les rapports un paragraphe budget familial ou finance. Et ça n'apparaît pas. Donc pensez-y, c'est extrêmement important. Alors je crois que le temps est dépassé, hein, mais je vais l'utiliser un petit peu encore, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, on est arrivé dans un consensus, puisqu'il y a les Alpes-Maritimes, il y a les Hautes-Alpes, il y a les Bouches-du-Rhône, il y a plein de départements en France, et on s'est accordé sur le fait que c'était un accompagnement plastique. Donc pourquoi plastique? Parce que nous venons d'entendre un cas pratique sur les Hautes-Alpes, mais dans le fond de ce cas pratique, la GBF repose sur 3 points que traite le DPF. Donc créer une alliance. L'alliance est une union par définition contractée par engagement mutuel. C'est un engagement symbolique qui devient par la suite réalité au travers des actions qui sont menées tant par le professionnel que par la famille. Ces actions sont pour le DPF des indicateurs d'accélération ou de décélération. Je parle de rythme et d'indicateurs de ce dernier car c'est en effet, et nous l'avons vu, le parent qui dit où il en est. Alors, ensuite, on suscite la coopération. Une fois l'engagement pris, l'alliance scellée, attention, on n'est pas dans l'union sacrée, ni dans le pacte de sang. Donc, il apparaît la notion de coopération tout à coup. Le parent interroge, interpelle l'action, soumet ses projets, son histoire, son budget. Il dit, mais je préfère payer ça ou ça en priorité, par exemple, car, dit-il, c'est sa priorité du moment. Et il l'explique, il l'analyse, ce qu'il dit. Il élabore ses choix, son action et le soumet aux professionnels, car qui mieux que lui connaît sa situation. Là, il commence à agir et comme l'indique la définition de la coopération, il participe à son œuvre, celle d'être parent, et s'intègre à l'action commune aux partenaires, la GBF. Voilà. Il exprime sa volonté d'assainir sa situation budgétaire, j'ai bientôt fini, de redonner du sens aux mots parents, devoirs et droits. Évidemment, toute cette évolution s'effectue, comme nous l'avons entendu, par des injonctions de la contrainte. Donc, il ne faut pas oublier la notion de contrainte. La contrainte est l'obligation de créer par les règles en usage dans un milieu, par les lois propres à un domaine. En l'occurrence, la mesure judiciaire contraint tous les protagonistes d'agir en commun dans un but précis, celui de remettre le parent au centre de ses obligations envers ses enfants. Une question ou deux, juste avant l'intervention de M. Sauchard, je vous ai...
Bonjour, je suis CESF dans le département du Var. Du coup, je vais me permettre de poser plusieurs petites questions. Tout d'abord, monsieur le juge, moi je suis un petit peu surprise dans ce que vous nous dites, parce que dans le département du Var, enfin nous, notre façon de travailler, c'est que forcément pour demander une MJ-AGBF, il faut qu'il y ait un échec d'une mesure administrative, et quand on fait cette demande-là, on fait un rapport toujours très complet. Alors peut-être que dans le département des Hautes-Alpes, voilà, vous avez cette difficulté. Nous, dans le département du Var, on envoie des rapports assez complets sur tout le travail qu'on a mené, pourquoi il y a eu un échec et pourquoi on va demander cette mesure judiciaire, avec le budget, toutes les aides qui ont été sollicitées, tout ce qui n'a pas permis d'être les objectifs qu'on n'a pas pu atteindre. Donc c'était juste une petite info pour dire que nous, on est à Toulon, ça se passe bien. Donc, ça se passe bien, l'écrit. Oui, l'écrit se passe bien. En tout cas, on transmet toutes les informations. Voilà, c'était... Pour vous répondre, c'est pas la majorité des cas dans les Hautes-Alpes. Enfin, la majeure partie des mesures qui m'arrivent, elles transitent pas forcément par les CESF. Ah, d'accord. Si je peux compléter, la différence avec les Hautes-Alpes, c'est que quand on fait un rapport ou une note pour le magistrat, oui, les CESF en fait, elles font pas un rapport à côté, quoi. Je pense que c'est un manque, concrètement, mais. Si je sais pas que vous existez. Et oui. Mais oui, je pense que c'est un tort. Je pense que oui, c'est bien de travailler ensemble et de l'écrire ensemble. Mais souvent, pour les CESF, ça peut être compliqué aussi en tout cas dans les Hautes-Alpes, de participer à un rapport pour le juge des enfants. Voilà. Alors, après, c'est une pratique qu'on fait comme le premier rendez-vous, on le fait avec les collègues de l'UDAF. Enfin, voilà, moi, ça me choque pas, c'est une façon de travailler. J'avais une autre question. Vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, que la mesure de cette famille, elle avait duré environ 5 ans. Pour moi, la mesure maximum, c'était 4 ans. Ah non, c'est la masse. Et la MJ-AGBF, c'est combien? C'est 2 ans maximum, renouvelable à l'infini sur motivation du juge des enfants. À l'infini? Oui, évidemment, il faut qu'il y ait des prestations familiales. Non, d'accord. Donc, dernière question, du coup, je rebondis. Donc là, on a le cas de cette situation où la famille, vous arrivez à les remobiliser et c'est très bien. Si vraiment, nous c'est le cas, si on a des familles, malgré les rendez-vous avec le juge et malgré voilà, tout le recadrage, si vraiment on n'arrive pas à travailler en coopération avec la famille, quels sont les moyens, les autres mesures? Est-ce que l'UDAF peut évaluer et demander une mesure de protection? Voilà, quels sont les autres modes d'intervention? Moi, j'ai envie de vous répondre qu'on a un peu tous les cas de figure et que, effectivement, certaines mesures ont conduit à la demande de mise sous protection. Certaines mesures ont conduit à une note, effectivement, au juge pour dire on n'y arrive pas, il n'y a pas d'adhésion de la famille. Et dans ces cas-là, peut-être soit les enfants sont déjà placés, soit il va y avoir une situation de placement avec versement des prestations au département. C'est possible. Voilà, et en tout cas, si on n'a pas l'adhésion de la famille, à un moment donné, on le signale, effectivement, parce que c'est pas possible. D'accord, parce qu'on a eu des cas aussi où il y a eu des mesures de AGBF ou MAJ ou autre, et après un certain délai, on retrouve ces familles qui reviennent au service social, et c'est dommage qu'on ne puisse pas faire le lien, du coup je rejoins ce que vous disiez, avec les collègues, que les collègues ne nous contactent pas en disant voilà, on est à 2 ans de la mesure ou à plus, on va faire une main levée ou autre, qu'on puisse se mettre d'accord sur la mesure adéquate si la MAJ ou la mesure ne convient plus. Et ça, c'est vrai qu'on le constate du coup dans le retour. Voilà. Là, je ferai une fois de plus, je vais faire une petite intervention qui dit pourquoi on est là aujourd'hui. C'est une de ces raisons-là. C'est qu'on se rend bien compte, nous on l'a vérifié et on ne choisit pas cette situation par hasard parce qu'on parle de soutien à la parentalité, on parle de pouvoir d'agir, mais on parle de coopération. Et effectivement, je pense que c'est dans la coopération qu'on arrive à avancer et la coopération partout. Nous, on est déjà en train de réfléchir après ce colloque dans les Hautes-Alpes à revenir parce qu'il y a aussi du turnover dans les départements, il y a du turnover dans les établissements qu'on a déjà rencontrés et dans les familles d'accueil changent et il faut toujours communiquer sur la mesure, toujours l'expliquer et toujours entendre ce qui se passe du côté de l'assistance éducative ou de n'importe quelle mesure administrative qui existe. Alors nous on essaye au niveau du Var de donner les infos au maximum aux équipes ASE. À l'AEMO, on essaie vraiment de faire connaître toutes les mesures MASP, MASF qui sont très méconnues, ça je suis d'accord, mais voilà qu'au moins tous les professionnels puissent avoir l'info.
Excusez-moi, je veux juste signaler qu'il y a des échecs, mais moi je suis quand même assez épaté par le taux de réussite de la mesure. C'est-à-dire que Sandra a dit on a tout un panel. Moi, depuis les 3 ans que je suis à Gap, j'ai une situation en tête, une seule, où j'ai donné une main levée parce que c'était un échec. Si les autres, elles sont toujours en cours et elles fonctionnent bon an mal an, ou alors ça a été des vraies réussites. Mais enfin, la MJ-AGBF, pour moi, dans les Hautes-Alpes, c'est de très loin la mesure qui a le plus de succès. Non, c'est pas parce que c'est comme ça, c'est pas vrai. Encore une question, peut-être avant de passer à l'intervention de Monsieur Sochard, si quelqu'un le souhaite. Donc, Madame Levet, je vous en prie. Madame Potvin, qui est déléguée à droite derrière vous, qui est déléguée aux prestations familiales, elle est en fin de cursus CESF et je pense qu'elle peut parler de la question du budget en formation, comment ça se passe, parce que moi aussi ça m'intéresse. Donc ce serait bien, voilà. Alors bonjour, du coup oui, je suis en 3e année et je vais passer mon oral là en octobre. Donc je suis dans la réforme en plus CESF, je viens de la voir cette année. Donc en fait on a eu par rapport au budget l'AEB, c'est l'action éducative budgétaire, qui parlait par rapport à ça, d'une famille, de regarder dans toute la globalité par rapport au budget, mais vraiment d'essayer toutes les possibilités avant, par exemple, le déficit sur endettement, tout ça. Enfin, vraiment, il fallait tout regarder avant vraiment le dernier recours. Mais par contre, MJ-AGBF, jamais connu. Voilà, je vous le dis. Je l'ai connu parce que j'ai demandé tout ça, mais c'était pas connu du tout dans le... Ah voilà, donc tout simplement. Voilà. Mais, un instant. Pour rebondir quand même sur ce que vous disiez, je pense qu'effectivement les réunions d'intervention, d'information, comme vous le disiez sur la mesure, sont essentielles parce que les équipes changent et il est nécessaire de refaire un travail de communication autour de la mesure, bien sûr. Pardon, je vous en prie. Bonjour, Monsieur Orsini, président de l'UDAF 05. On voit comme dans toutes les particularités où on gère de l'humain, l'implication des professionnels, elle est importante. Parce que chacun dans votre parti, vous auriez pu, à un moment donné, laisser la ficelle. Et ce qui serait arrivé. Par contre, moi, ce qui m'interroge, mais vous le dites et vous en avez tous conscience, c'est, et d'autant plus sur 15 ans, c'est la situation des enfants. Comment avec ça ils se construisent? Je veux dire que cette partie-là, alors, vous avez raison d'avoir cette coopération, d'avoir cet intérêt à ce que ça évolue, parce que c'est très important pour eux aussi. Mais je me dis, par rapport à la protection de l'enfance sur 15 ans, c'est quand même du chaos. Et par rapport à tout, on voit bien que c'est l'intérêt personnel en dehors de la professionnalisation, et je ne mets pas en doute, d'accord, qui vient notamment sur des politiques humaines, sur le social, qui aujourd'hui est un peu à la marge. Je veux dire que c'est, et je vous en remercie, parce que vous avez démontré, et grâce à ça, il y a quelque chose qui suit, sauf que c'est certainement de l'énergie très personnelle. Et je vous remercie. Ouais, c'est de l'énergie très personnelle, mais je compte bien qu'une très grande majorité d'éducateurs, d'intervenants sociaux en sont habités, parce que sinon on ne continue pas ce métier. Pour répondre au fait que les enfants ont été placés, le grand a été placé 15 ans, vous avez raison. Moi, j'ai pour habitude de dire au service que le juge des enfants ne devrait pas intervenir plus de 6-7 ans et que si c'est le cas, on s'est planté quelque part. Et la loi de 2016, elle a très précisément répondu à ça en créant les CESEC. Les commissions, alors je ne me souviens jamais du nom exact, mais les commissions qui étudient le statut de l'enfant. Et la loi de 2016, elle a développé plein de nouvelles alternatives au suivi au long cours d'une famille en assistance éducative. On a les délégations d'autorité parentale, partielles, totales, ordonnées par des JAF, des changements de statut de type délaissement parentaux. Voilà. On a plein de nouvelles possibilités qui sont encore très peu connues, des intervenants sociaux. Ça va venir, comme dans toutes les réformes dans le social, ça met 20 ans à se mettre en place. Mais clairement, la loi a répondu à cette préoccupation-là. Et l'idée, c'est qu'on n'a plus des interventions du juge des enfants pendant 18 ou 20 ans, ou 23 ans, 25 ans, s'il y a plusieurs enfants. Alors, si vous le permettez, je passe le micro à Monsieur Sochard.
Non, c'est juste ce que vous évoquiez sur les SESEC et le changement de statut, c'est ce que Rosenzweig a dit ce matin quand il a énoncé 5 piliers de la protection de l'enfance en partant de la protection familiale, les parents au premier chef. Son dernier, c'était la question de l'évolution du statut, qui est effectivement très fort dans le titre 3 de la loi de 14 mars 2007. Je pense qu'il pensait à ça. Oui, il l'a dit d'ailleurs, je crois. Et quand je dis que les réformes mettent 20 ans à se mettre en place, c'est vrai aussi dans les tribunaux. C'est-à-dire que quand on interroge mes collègues, la notion de compréhension des 5 cercles et les différents statuts de l'enfant, ils vont vous ouvrir des yeux comme ça. Et moi, mais c'est aussi un travail du juge quand je dis que notre boulot, c'est d'aller prêcher la MJ-SGBF. Si je suis là, c'est parce que je pense que c'est important. Si Madame Bevrel disait on prévoit d'aller dans le département, dans les territoires pour reparler de la MJ-SGBF, j'y serai, parce que ma parole, elle a un poids. Et c'est aussi de le faire auprès des collègues, d'intervenir pour qu'ils puissent ordonner des délaissements parentaux, etc. Bon, moi, je me suis arrangé autrement. Je me suis mis dans le tribunal qui ordonne les mesures. Donc, c'est assez facile de convaincre moi-même. Mais mais c'est tout un travail qui est vrai, pas uniquement auprès des intervenants sociaux, mais aussi des procureurs, des collègues juges du siège, partout.